Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce second podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons donc continuer et conclure sur ce podcast de la semaine dernière qui parlait donc de cet essai balistique intercontinental chinois qui s'est écrasé dans l'océan Pacifique, un essai du 24 septembre avec succès. Le missile est tombé dans les zones maritimes attendues et selon le ministère chinois de la Défense, ce serait un test de routine dans un plan d'entraînement annuel qui ne serait dirigé contre aucun pays ou aucune cible. Donc on a vu la dernière fois que en fait il y a un problème au niveau de l'annonce en fait de ce lancement, annonce qui aurait été donc faite lundi, 2 jours avant, mais quand le modalité, le contenu même de ce lancement n'aurait pas été très clair, en tout cas pour tous les pays qui auraient reçu cette annonce. Et on a vu une divergence en fait de réaction par rapport à cette annonce entre la France et les États-Unis. Les États-Unis réagissant assez positivement à cette annonce et parce que l'idée pour les États-Unis, c'est d'essayer de créer un climat de confiance entre la Chine et les États-Unis au niveau militaire, d'essayer d'avoir des bons contacts au niveau militaire. En fait, l'idée pour les États-Unis, c'est d'essayer de se faire la guerre en fait partout, sauf au niveau militaire, c'est-à-dire guerre économique, guerre technologique, ok, mais d'éviter en fait le plus possible la guerre militaire. Évidemment, ça va un peu contre théorie du complot ou les récits un peu qu'on voit souvent en Chine, comme quoi les États-Unis forceraient la Chine à faire la guerre, les États-Unis utiliseraient Taïwan, les Philippines ou le Japon pour que la Chine fasse la guerre aux États-Unis. Et c'est un discours en fait un peu complotiste qui en fait émane du gouvernement chinois lui-même. C'est quelque chose qui aurait été dit en fait par Xi Jinping lui-même, qui aurait dit en fait les États-Unis essayent de nous faire tomber dans le piège d'une action militaire, mais on résistera. Donc on en avait parlé dans une émission précédente. Donc l'idée que les États-Unis veulent obliger la Chine à une attaque militaire contre les Philippines, qui obligerait les États-Unis à intervenir en termes d'un traité, contre le Japon, qui obligerait aussi les États-Unis à intervenir en termes d'un traité, ou contre Taïwan, qui sans doute pourrait entraîner une réaction de riposte américaine aussi. C'est un récit qui ne semble pas très logique du point de vue des États-Unis. Malgré tout, on est depuis la fin de la guerre, si on analyse ça, on est quand même depuis la fin de la guerre de l'Irak sur une tendance très lourde baissière de l'investissement militaire des États-Unis. On a reproché énormément aux États-Unis de se retirer d'Afghanistan. Il y a eu en fait après la guerre en Irak une sorte d'effondrement psychologique par rapport à la puissance militaire américaine qui essaye de ne plus intervenir directement. Évidemment, on va dire que la guerre en Ukraine, c'est une guerre de proxy contre la Russie, Taïwan, c'est une guerre de proxy contre la Chine, etc. Mais il y a là cette volonté de créer en réalité un espace tampon, de créer au niveau militaire une zone de neutralité et de vraiment pas lier le conflit sur ce niveau-là. Tandis qu'en fait, c'est plutôt la Chine pour qui en fait le conflit technologique est en fait aussi un conflit militaire. Donc c'est la Chine qui plutôt, c'est-à-dire que les États-Unis essayent de démilitariser leur guerre tout azimut contre la Chine, tandis que la Chine essaie propose en fait plutôt une interprétation militarisante de la guerre technologique économique à travers les tarifs douaniers, à travers les barrières tarifaires, à travers les limitations sur les technologies, etc. Que les États-Unis font peser pour la Chine. Ok. Donc refermons sur la parenthèse. Donc on avait dit que la France et les États-Unis avaient dans la dernière mission une perception différente de l'événement. On a dit que c'était sans doute lié aussi au fait que ces deux puissances étaient des puissances nucléaires. Elles ont souvent recours à des exercices. On avait aussi parlé un peu plus dans le détail la dernière fois au niveau technique. Et si comme c'est sans doute le cas, donc ce qui aurait été testé, c'est un missile intercontinental de type Dongfang 5 et sans doute
le Dongfang 31, donc pas le plus récent, parce que le plus récent c'est Dongfang 41, mais quand même un missile qui pourrait porter une arme thermonucléaire de 1 mégatonne. Donc c'est quand même quelque chose qui est d'une puissance plus grande que donc le missile SLBM qui avait été testé par la France avec succès l'année dernière. Donc quand on revient maintenant à cet exercice, on l'a redit au départ, selon la Chine, il s'agit d'un exercice de routine ne visant personne en particulier. Est-ce qu'on peut croire à ce récit? Alors, en fait, pas vraiment, pour plusieurs raisons. Première raison, dire qu'il s'agit d'un exercice de routine, c'est quand même assez étonnant, puisque si on connaît un tout petit peu la chose militaire en Chine, en réalité, on ne peut pas vraiment parler d'exercice de routine pour la raison simple, c'est que ce type de lancement, effectué d'ailleurs un peu à mot couvert, si l'on veut, ce type de lancement n'a plus été effectué depuis 44 ans. Donc, c'est quand même difficile de parler d'un exercice de routine pour un exercice qu'on fait tous les 44 ans. C'est pas vraiment, alors on sait que, en Chine, il y a l'idée du temps long, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle un exercice de routine du point de vue militaire. Parce que, c'est-à-dire que généralement, en Chine, on préfère faire des essais, parce que la Chine étant très grande, c'est possible, on peut faire des essais de missiles, qui prennent, qui ont la possibilité de mettre en jeu l'ensemble de l'espace chinois, et généralement ça se fait en Mongolie intérieure. Et donc ce lancement de missiles hors des frontières territoriales de la Chine, très rare, puisque donc le dernier test de cette nature-là a été fait en 1980. Donc c'est en 1980 qu'il y a eu en fait le premier test du premier DF-5, et il est tombé entre les îles Salomon et Nauru dans le Pacifique Sud. Et donc on voit que c'est pas exactement le même point de chute aujourd'hui. Sans doute aussi, évidemment, ça aurait été pas très bien de le faire tomber entre les îles Salomon et Nauru, surtout les îles Salomon qui ont pris un virage extrêmement pro-chinois au niveau économique, au niveau militaire, au niveau sécuritaire. Donc on a déplacé un tout petit peu le test. Et en plus, le test, il s'agit d'une des dernières générations du DF-5, du Dongfang 5, et avec le DF-31, on est vraiment sur un saut qualitatif en termes de puissance nucléaire. Donc, quand il s'agit ici, quand le gouvernement parle d'un exercice normal, on voit qu'en fait, il s'agit en fait d'un exercice rhétorique. Et c'est ça qui relève de ce qu'on appelle le discours performatif. C'est quoi le discours performatif? Le discours performatif, c'est quand on dit je pars et je m'en vais. Le discours performatif, c'est quelque chose qui a été théorisé par un linguiste qui s'appelle Austin, et le titre de ce livre, c'était Quand dire, c'est faire. C'est-à-dire, on dit quelque chose, et dire quelque chose, c'est en même temps le faire. Quand le juge dit je condamne cette personne-là, en prononçant cette phrase, il aussi exécute la sentence. Okay. Donc ici, qu'est-ce qui est performatif ici, c'est que quand la Chine dit qu'il s'agit d'un exercice de routine, en fait, ce que la Chine, et alors que ça l'est pas, puisque ça fait 44 ans que ça s'est passé, donc c'est invraisemblable, ça n'a aucun sens de dire ça, mais pourquoi dire ça? Parce que en fait, l'idée sans doute pour la Chine, en présentant un exercice militaire d'essai intercontinental qui n'a plus été fait pendant 44 ans, la Chine veut sans doute, du moins c'est mon interprétation, et vise à rendre ça routinier. C'est-à-dire, en disant que quelque chose qui n'est pas routinier est de la routine, elle vise à le rendre possible encore, à le normaliser dans le futur. C'est-à-dire que la Chine, en fait, en faisant passer ça sur un test normal, pour quelque chose qui est assez rare, même au niveau des puissances militaires et surtout au niveau des puissances nucléaires et surtout au niveau de la Chine, en fait, on voit que la Chine cherche, en fait, à normaliser son accès au statut de grande puissance militaire et nucléaire, et on sait que la Chine, donc, elle dispose d'environ 500 ogives nucléaires opérationnelles, dont 350 ICBM, donc les missiles dont il est question ici. Donc évidemment, donc on répète, l'essai nucléaire, l'essai qui s'est fait, c'est un essai sans charge nucléaire. Bien évidemment, c'est un essai sans ogives. C'est juste, on a juste testé la portée dynamique de l'objet et non pas sa charge létale. Et selon le Pentagone, on pourrait passer de 500 à 1000 missiles nucléaires, ogives nucléaires. Il y en a 1700 aux États-Unis et en Russie. Donc, alors là, on peut dire que 1000 ogives nucléaires en 2030, c'est moins que les États-Unis et la Russie. Mais ça reste
évidemment 4 fois plus que la France, et surtout qu'on est dans une région. Et ça, c'est très important de noter. On est dans une région qui est massivement dénucléarisée. Le Japon, la Corée du Sud, et il y a que, en fait, c'est ça qui est un peu dangereux pour la région, c'est qu'il y a que la Corée du Nord qui vise en fait aussi à posséder l'arme nucléaire. Et donc, si on a que des États autocratiques dans la région Pacifique qui ont l'arme nucléaire, sans aucun État démocratique qui a la capacité d'avoir une défense nucléaire, c'est problématique, ou en tout cas ça veut dire que les États-Unis sont nécessairement engagés. Alors les États-Unis engagés pour protéger ces pays-là, et le parapluie nucléaire s'étend en fait à l'Asie du Sud-Est et à l'Asie, du fait que la Chine et peut-être la Corée du Nord seule posséderaient ce type d'armement. Donc évidemment, quand on dit aussi que c'est lié, quand le ministère dit qu'il n'y a pas de pays cible, évidemment là aussi on peut un peu en douter. Puisque évidemment c'est un essai qui se passe dans l'Indo-Pacifique, une région extrêmement contestée aujourd'hui, avec évidemment la manière dont la Chine cherche à s'approprier la mer de Chine méridionale, les Philippines, Taïwan. Et aussi cet essai, en fait, il se comprend aussi en lien avec l'essai intercontinental de balistique de la Russie qui avait été raté. Donc il y a quelques semaines, un autre essai intercontinental d'un missile qui a le beau nom de Satan II, donc russe. A été raté. Il y a une explosion sur le site même. Et par là, en fait, la Chine veut montrer en fait à la fois qu'elle est capable de suppléer au manque de la Russie, et en même temps quelle est la véritable puissance qui est non occidentale, c'est-à-dire qu'elle se place en puissance non occidentale de dernier recours, et évidemment en puissance régionale qui doit s'imposer à l'Indo-Pacifique. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.